Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'autant plus que votre parole est rare. Depuis le 13 mai, vous vous êtes très peu exprimé. On se souvient notamment de votre intervention solennelle le 8 juin. Mais depuis, vous avez été très discret publiquement. Pourquoi? C'est un choix que vous avez fait de... Oui, c'est un choix que j'ai fait. On a essayé à chaque fois de faire attention à l'évolution des événements pour ne pas participer à jeter de l'huile sur le feu. La Nouvelle-Calédonie a pris comme devise terre de parole et terre de partage. Or, il s'avère de plus en plus que la parole, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui, pour être le véhicule de ce que les uns et les autres considèrent comme important pour eux-mêmes et pour ceux auxquels ils croient, cette parole-là est une parole qui est devenue trop partisane, une divise. Et donc, lorsque vous êtes à la tête d'un gouvernement collégial qui est censé être un lieu où les deux grandes parties prenantes des débats en Nouvelle-Calédonie participent, il faut s'attacher, et c'est ce à quoi je me suis attaché, c'est de faire en sorte que cette institution reste un lieu où on continue à partager, à regarder les événements, à en discuter, regarder qu'est-ce qui en est, qu'est-ce qui est à la source. Et parce que lorsque on sort de la crise, il faut bien que les uns et les autres puissent s'accrocher à une branche. Et modestement, j'avais pensé que cette branche-là devait être préservée. Alors justement, plus de 4 mois et demi maintenant après le déclenchement de cette violence insurrectionnelle, vous constatez quand même qu'il y a un réel apaisement, il y a une désescalade aujourd'hui. On peut dire qu'il y a quasiment un retour à la normale ou pas encore? Il y a incontestablement un processus d'apaisement qui s'est installé. Je rappelle que lorsque le président de la République avait quitté la Nouvelle-Calédonie, je crois au mois de juin, Le 23 mai, il était le venu. 23 mai, il avait été convenu avec les responsables politiques qu'on s'engage dans un processus de désescalade. Il a duré, parce que la Nouvelle-Calédonie a une culture de la vie qui tente à jouer sur le temps. Et donc, je constate que c'est une désescalade qui, de plus en plus, se traduit par une forme d'apaisement. Parce qu'il y a une reprise des activités, parce que les gens commencent à venir en ville, parce que ça circule de partout, que cet apaisement est à l'ordre du jour, mais faut y faire très, très attention. Donc, Saint-Louis, c'est le dernier recueil qui semble aussi s'engager. La reddition des personnes, ça permet à votre avis justement de Oui, je pense favoriser que ce... très honnêtement, ça va permettre de décrisper les choses et je voudrais saluer en la circonstance le travail qui a été fait entre les autorités de l'État, le procureur et les autorités coutumières de Saint-Louis pour aboutir parce que la tribu a malgré tout payé un autre tribut avec 3 jeunes à qui on a enlevé la vie. Donc, on peut toujours trouver à redire sur les circonstances, etc. Mais malgré tout, donc il paye un lourd tribut et il va falloir se reconstruire dès maintenant. Et donc, cette période doit être mise à contribution pour y arriver. Je pense, j'ai une pensée particulière aussi pour les gens du Mont d'Or, qui depuis 4 mois, et surtout, oui, depuis 4 mois, donc triment pour essayer de raccorder les bouts de ficelle pour qu'ils puissent continuer à vivre. Et j'ai une pensée particulière pour les gens de chez moi, de IAT qui sont un petit peu plus loin, et qui, d'une certaine manière, par leur silence, une forme de résilience dont ils font peur, ont fini par se faire oublier un petit peu dans cette tragédie collective que nous vivons. À votre connaissance, la route va pouvoir être réouverte Oui, je pense que prochainement? les premières initiatives qui ont été prises depuis hier ou avant-hier, qui ont débuté une forme de circulation ou un niveau de circulation. Donc, si les choses se passent, je demande que les uns et les autres puissent maintenir les efforts pour que d'ici la semaine prochaine, on ait une circulation sur l'ensemble
de cette portion de route beaucoup plus propice à ce qui est attendu. Oui. On va pas refaire l'histoire, mais quand même plus de 4 mois après, comment est-ce que vous expliquez, avec le recul, le déferlement de violence auquel on a assisté, cette volonté de destruction systématique? Alors, il y a une lecture que je crois que nous devons avoir, elle est historique, parce qu'on s'aperçoit finalement que on est dans une espèce de cycle. On se rappelle, hein, vous le savez très bien, on y était tous les deux, hein, quand entre 1984 et 1988, ça a été une période de 4 ans. 4 ans, qui ont abouti aux événements de 1988. 4 ans d'alternement, 4 ans d'une décision comprise ou pas comprise, 4 ans de remise en cause, 4 ans de débat difficile. Hein, on avait à parler à l'époque de recolonisation, etc. Des termes qu'on retrouve d'une certaine manière aujourd'hui. Et là, depuis 2021, c'est 3 ans, on a vécu une situation d'alternement encore, d'hésitation entre les responsables politiques dans les discussions, avec des initiatives qui sont prises par les uns et les autres. Et on a abouti. Donc, j'ai envie de dire que nous sommes là à la fin d'un cycle, qui est celui du cycle de 1988 à 2024. Alors, vous me direz, hein, et c'est la question que vous me posez, à quoi c'est dû? En fait, c'est en premier lieu dû à cela. Hein, c'est un espèce de manquement à la responsabilité que nos responsables politiques, que l'État, ont eu durant cette période où on a besoin, à la sortie des référendums. On avait besoin de fermeté. On avait besoin que les convictions s'expriment dans un cadre qui permette à tout le monde de s'y retrouver. Mais c'est vrai que lorsque vous ne donnez pas de perspective, dans les échanges, dans les discussions, dans les initiatives, il y a comme une chape qui s'installe et on pourrait se dire que la Nouvelle-Calédonie, après le développement important qu'on a connu depuis 1988, a atteint une espèce de plafond de verre, qu'on a du mal à faire sauter et qui s'est renfermé sur nous-mêmes. Le plafond de verre est constitué de quoi? D'une difficulté à en discuter pour donner de la perspective, de la visibilité sur l'avenir. Des difficultés à réformer la Nouvelle-Calédonie. C'est la base de ce que nous avons bien sûr fait, mais pour tirer les enseignements de ce que nous n'avons pas réussi à faire pendant ces années pour qu'on en sorte. Et c'est parce que nous n'avons pas réussi sur ces deux plans-là que la chape s'est refermée sur nous et que tous ceux qui avaient des prétentions quelconques en matière de responsabilité ou tous ceux qui n'ont pas connu les événements se sont vus là d'une certaine manière trahis pour les uns et les autres, mal compris pour les autres et ont finalement enfourché cette initiative qui a été prise par le ministre de l'Intérieur avec la loi constitutionnelle et les initiatives qui ont été prises à travers le FNKS, mais par le CCAT, pour faire valoir à ce moment-là des questions qui demandaient du temps pour trouver des solutions. Mais pour autant, vous avez toujours condamné la manière dont ça s'est exprimé et les violences auxquelles on a assisté. On ne peut pas se satisfaire de la violence comme mode opératoire pour solutionner, pour apporter des solutions à une histoire comme la nôtre, qui est une histoire douloureuse, une histoire violente. Je rappelle que nous sommes une colonie de peuplement. Nous avons vécu tout ça et nous avons subi, nous avons fini par construire quelque chose où on a cohabité. Et donc, il faut passer d'une certaine manière aujourd'hui de cette cohabitation à un vivre ensemble, j'ai envie de dire, consenti mutuellement entre nous. C'est le défi du vivre ensemble que nous devons relever. Pour en venir au présent, les dégâts de ces violences sont considérables, notamment sur l'économie. On dit qu'elle est à terre, qu'il y a un effondrement total de l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de cette crise, comme président du gouvernement, quelles sont les initiatives que vous avez pu prendre? Quelles sont les démarches que vous avez faites pour
essayer de sauvegarder ce qui pouvait l'être. Il n'y a pas 36 initiatives qu'on peut prendre. Quelqu'un d'autre à ma place les aurait prises. Je ne veux pas considérer que nous serions les champions à la matière. C'est vrai que ça fait plusieurs crises que nous traitons. Donc, nous avons procédé de manière très simple. Nous nous sommes organisés au sein du gouvernement collégial, avec une prise en charge de la crise que je dois saluer de la part de mes membres, des membres du gouvernement, qui a été très soudée. Ensuite, nous avons inventorié, nous avons fait l'évaluation des dégâts et nous sommes adressés, tout naturellement, je dis bien tout naturellement, au gouvernement central pour voir avec lui dans quelle mesure il pouvait nous soutenir. Donc, nous avons bénéficié durant cette période-là d'un soutien, qui n'est pas un soutien sans condition, puisque une bonne partie, nous devons le rembourser. Mais nous avons bénéficié, pour ce qui concerne les collectivités, d'un montant global de 37 milliards, que ce soit par la Banque des territoires, que ce soit par les avances remboursables, que ce soit par une partie en subvention. Nous avons donc pu bénéficier de 37 milliards. Et pour le reste, qui fait les 50 milliards de soutien de l'État, sur la durée que je viens d'évoquer. Donc, cela a été fléché vers les entreprises qui avaient une discussion en direct avec l'État pour ne pas rentrer dans les méandres du système politique et institutionnel que la Nouvelle-Calédonie. C'est le choix que nous avons fait depuis le début. Donc, nous avons fait tout ça sur la base de deux principes. Le premier, c'est que nous allons travailler au fil de l'eau, en fonction des besoins tels qu'ils expriment. Et c'est pour ça que nous en sommes rendus à la DM5. Nous allons avoir une DM6, puisque la dernière tranche que nous sommes en train de discuter avec l'État va nous permettre de prendre en charge le dernier trimestre. Voilà, parce que ces aides d'urgence vont être pérennisées pour l'assistance au chômage partiel. Alors, nous avons demandé qu'ils puissent, qu'on nous permette de pouvoir en bénéficier jusqu'à mi-2025 au moins. Voilà, donc c'est une décision qui n'est pas encore aboutie, parce que par ailleurs, nous avons demandé à l'État d'essayer de compenser ce qu'il n'a pas encore fait, les manques que nous avons enregistrés en matière de recettes fiscales. On n'est pas loin de 37 milliards sur l'année de manque de recettes fiscales, ce qui pénalise en cascade l'ensemble des collectivités, puisque le système de répartition n'est pas alimenté comme il se doit. Nous étions à 110 milliards de budget de répartition. Nous allons être rendus à 75 milliards. Donc, vous vous rendez compte d'une delta. Donc, nous avons demandé à l'État. Ils vont être pérennisés. Ils vont être pérennisés sous une autre forme. C'est la discussion que nous ouvrons à l'État, puisque nous avons toujours convenu avec l'État. Jusqu'à aujourd'hui, on a un accord de principe que lors de l'examen de la loi de finances, nous puissions bénéficier dans cette loi de finances d'un soutien, d'une aide qui serait fléchée vers la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2025, qui, dans notre stratégie, correspond encore à une année de sauvegarde. Et donc ça, on le saura, c'est dans quelques jours. Enfin, le débat budgétaire doit commencer dans quelques jours à l'Assemblée nationale. On le saura à ce moment-là. Voilà, nous allons écrire très prochainement au gouvernement français, à l'État et au Premier ministre pour lui présenter les besoins que nous avons et surtout les mesures que nous allons prendre, que nous proposons de prendre en contrepartie des efforts que nous soutenons à l'État, ce qui nous permettra en même temps de réformer. C'est toujours en période de crise et dans la difficulté qu'on réforme le mieux. Et donc, vous attendez ces éléments-là pour préparer le budget 2025. On imagine que pour l'instant, c'est pratiquement impossible à faire. C'est pratiquement impossible à faire. Et puis, nous attendons de savoir si la décision qui est prise au niveau de l'État va être de reporter les élections à l'année prochaine. Ça a l'air acquis maintenant, non? On attend, puisque ça doit passer quand même par les fourches codines du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui doit donner son avis. Mais si les élections sont reportées à l'année prochaine, donc il nous incombera. On décide au gouvernement de préparer le budget. Donc nous travaillerons dans le cadre d'une DOM pour présenter les mesures les besoins et les mesures qui vont avec. Et nous présenterons aussi dans le cadre du budget 2024, les moyens que nous proposerons à la Nouvelle-Calédonie pour assumer l'année 2025. Alors Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, était très présent. Il y avait des visioconférences régulièrement. Il y a une équipe de Bercy qui était en Nouvelle-Calédonie pour assurer
déjà la reconstruction. Enfin, Oui, en parler. Avec son successeur, c'est pareil, vous avez pu reprendre des contacts ou pas encore? alors, on n'a pas encore pris contact avec son successeur. Je dois quand même saluer la disponibilité et la présence permanente du ministre de l'économie durant tout ce... puisque nous étions rentrés dans une phase de gestion des affaires courantes, mais l'urgence nous permettait de travailler. Et il avait délégué auprès de la Nouvelle-Calédonie une mission qu'on appelait la mission de reconstruction, qui est conduite par un haut fonctionnaire de Bercy, qui est la personne de M. Requin, que tout le monde connaît, puisqu'il avait fait l'expertise pour le secteur du nickel, vous vous rappelez. Et donc, c'est avec eux qu'on continue à travailler tous les jours. Nous avons plusieurs membres du gouvernement, que sont Thierry Santa, Christopher Gies et Yannick Slamet, qui travaillent sur les besoins de la Nouvelle-Calédonie en concertation avec la mission et qui essayent, tant bien que mal, de nous frayer le meilleur chemin pour qu'on continue à en bénéficier de soutien. C'est ça le PS2R, le plan sauvegarde, rénovation, reconstruction. Ça s'intègre dans cette préparation ça s'intègre dans la préparation. Le plan sauvegarde, c'est les prémices, puisque nous avons travaillé de telle manière que les mesures que nous prenons d'urgence en Nouvelle-Calédonie durant l'année dernier trimestre 2024 et pour l'année 2025, pressentent d'une certaine manière les grandes orientations, ou s'inscrivent dans les grandes orientations pour la refondation de la Nouvelle-Calédonie, la refondation de son modèle. Nous avons ciblé 3 modèles: le modèle économique et social, le modèle institutionnel, le modèle sociétal, avec une colonne vertébrale qui s'impose à tout le monde. C'est que ici en Nouvelle-Calédonie, tout le monde revendique l'appartenance à la Nouvelle-Calédonie. Chiche, faisons-en notre colonne vertébrale et regardons comment cette colonne vertébrale est nourrie par une politique économique et sociale que nous aurons un petit peu décidé ensemble d'initier à cette étape de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour prendre en charge les enjeux nouveaux qui s'imposent à nous, mais parce que la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de niveau d'émancipation qu'elle a atteint, a besoin que l'appartenance à la Nouvelle-Calédonie trouve une capacité, parce que c'est son corollaire, une capacité en Nouvelle-Calédonie à assumer ce niveau d'émancipation. Et justement, est-ce que cette crise n'a pas montré que sans l'aide de la France, vous dites, on s'est tourné naturellement vers l'État, on n'aurait pas pu s'en sortir? Je suis convaincu que si nous avions bien travaillé durant les 20 ou 30 dernières années, le niveau de sollicitation qu'on a formulé au niveau de l'État, que ce soit pour la crise de Covid, que ce soit pour les crises de nickel, que ce soit pour la crise que nous sommes en train de vivre, le niveau de sollicitation n'aurait pas été de même ampleur. Parallèlement, alors la question se pose et on n'y comprend pas forcément grand-chose. Le Congrès, lui, il y a le PS2R, comme on l'appelle au gouvernement. Le Congrès a voté, lui, un plan quinquennal où il demande à l'État une aide de 500 milliards, 4 milliards d'euros. Est-ce que les deux démarches sont complémentaires ou est-ce qu'elles sont concurrentielles? Ce n'est pas la même chose. On ne joue pas sur le même registre, si je pourrais dire les choses ainsi. Le Congrès a décidé de proposer aux institutions de faire cette mission à Paris. Le gouvernement n'y est pas? Le gouvernement n'y est pas parce que nous sommes engagés sur autre chose. Notre ambition, c'est une des différences, c'est que nous avons pensé, pour ce qui nous concerne, que pour sortir de cette crise, il fallait qu'on essaye d'entraîner toute la Nouvelle-Calédonie dans toute sa représentation, dans une démarche collective, pour qu'on repense la Nouvelle-Calédonie pour l'avenir. C'est la démarche que nous avons initiée. Et je dois dire que nous avons été surpris, 3000 contributions, toutes les collectivités qui ont participé. Et les 10 et 11, donc nous allons demander à tout le monde de concevoir pour qu'on fasse état du résultat que nous pouvons en tirer de ces contributions. Donc ça, c'est la première différence avec la démarche du Congrès. La deuxième différence, c'est que la démarche qui est préconisée là-haut porte sur une sollicitation de l'État sur des leviers nationaux. Le Congrès demande au gouvernement central qu'on puisse étendre l'intervention d'un certain nombre de leviers
nationaux en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est pour ça que je dis, ce n'est pas la même chose. Je constate que la délégation qui est allée à Paris, ou en tout cas la mission, a indiqué qu'ils ont été satisfaits. Je note surtout qu'ils sont satisfaits sur les mesures ou les initiatives sur le plan politique qui ont été énoncées par le Premier ministre. Pour ce qui concerne la principale demande qu'ils étaient censés aller chercher, c'est la demande financière, on attend pour voir. Qu'est-ce qu'ils amèneront? Justement, la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier, 2 heures de déclaration, 2h20, 2 minutes 30 sur la Nouvelle-Calédonie, mais il y avait beaucoup de choses dans ces 2 minutes 30. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Est-ce que vous êtes plutôt satisfait des propos de Michel Barnier? Oui, je pense qu'on avait besoin, dans la situation dans laquelle on est, on avait besoin de quelque chose, d'un cadre. Un cadre clair dans lequel on peut considérer que tout le monde peut s'inscrire. Et je pense qu'on a le cadre. On a le cadre. On avait besoin de visibilité. Donc, ils proposent donc, ils ont décidé, et on verra bien comment les choses vont se présenter, mais ils ont décidé de reporter les élections. Ça nous donne de la visibilité. Ils ont décidé, dans la continuité de la suspension qui avait été évoquée par le président de la République lorsqu'il est venu, de ne pas convoquer le congrès de Versailles. C'est une bonne chose. Donc, sur la base de tout ça, pour ce qui me concerne, je considère que les conditions attendues sont là. Maintenant, il appartiendra aux acteurs de prendre la responsabilité et de discuter. Alors, ça a fait polémique. Suspension, donc pas de convocation du congrès de Versailles. Effectivement, c'était une confirmation. Mais le Premier ministre a eu l'occasion de dire après que de toute façon, la modification et l'élargissement du corps électoral devraient faire partie des discussions de la mission qui doit venir. Mais c'était sous-entendu et ça allait de soi, puisque c'était l'objet des discussions qui ont été ouvertes depuis 2021. C'est de voir dans le cadre de ce qui va se dessiner pour l'avenir, comment la question du corps électoral, qui est une question épineuse, mais qui ne recouvre plus les mêmes dimensions qu'en 1988 quand on en a parlé. Mais donc on devait voir dans le cadre d'une discussion globale, d'un accord global. Ce qui a posé problème, c'est le fait que le gouvernement central ait décidé d'extraire le corps électoral et de le traiter séparément du cadre général. Donc on a compris que tactiquement, c'était un coup de pression qu'il fallait faire sur les uns et les autres pour qu'ils puissent discuter. Le résultat de la course, c'est que finalement, on s'est pris un petit peu le pied dans le tapis, et pas des moindres, puisque les dégâts sont colossaux pour ceux qui... Donc, c'est un débat pour moi qui n'a pas lieu d'être, parce que la déclaration déjà du président de la République à l'époque, et celui du Premier ministre aujourd'hui, relève d'une certaine continuité et admettent que intègrent que la question de corps électoral doit être discutée sur un plan global. Et puis, lorsqu'on a décidé en 1998 de créer une citoyenneté pour la Nouvelle-Calédonie, moi je dis, mais c'est dans ce cadre-là qu'il faut en parler. Comment ceux qui se disent appartenir à ce pays, comment ils sont attachés par les dispositions qui relèveraient d'une citoyenneté à la responsabilité de prendre en charge la Nouvelle-Calédonie. Il s'agira ensuite de voir, pour ceux qui ont envie de vivre en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ou demain, comment on les prend en compte. Mais c'est, j'ai envie de dire, le b.a.-ba de toute construction de société, et puis la notion de peuple, lorsqu'on est dans un cadre comme celui qu'on a décidé, et qui est celui de construire un peuple de Nouvelle-Calédonie. Alors c'est l'un des thèmes, il y en aura beaucoup j'imagine, que devra traiter la mission de dialogue et de concertation menée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Ça vous semble être les bons interlocuteurs Oui, ça semble être les bons interlocuteurs, parce que c'est le président de chambre. Donc, on doit avoir un minimum de considération pour ces deux grandes personnalités qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie en plus. Et donc, ce que je souhaite simplement, c'est que si cette mission doit venir, je ne sais pas quel est son objet, je ne sais pas quel est son rôle. Pour le moment, c'est une mission pour renouer le dialogue.
ils peuvent peut-être être chargés de renouer le dialogue et puis la suite est prise en charge autrement. Donc on attend un petit peu pour voir. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que ce soit l'occasion pour ceux qui viennent du plus haut niveau, hein, de dire les intentions de l'État. Hein, parce qu'il y a un flou qui a été entretenu pendant toutes ces années. Hein, c'est ce que souhaite l'État pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous sommes arrivés à un point où cette question-là est devenue une question, j'ai envie, la question déterminante pour que les protagonistes locaux, hein, essayent d'y voir ce qui pourrait permettre de les attacher davantage entre eux. Hein, parce que tant que l'État ne se dévoile pas, hein, ou ne dévoile pas ses intentions en dehors de la géopolitique régionale, hein, qui en fait concerne la région, mais Qui est quand même un élément important aussi dans ce qu'il veut faire de la Nouvelle-Calédonie ou comment il la considère, oui, la géopolitique. oui, mais c'est comme beaucoup de choses qui se passent en Nouvelle-Calédonie. Je constate par exemple que le débat sur la situation en Nouvelle-Calédonie se passe à l'extérieur, à l'Assemblée nationale, et il va se passer bientôt à l'ONU. Hein. C'est un art, hein, d'aller discuter de soi à l'extérieur. Donc je pense que c'est plus important d'en parler ici. Parce que là, de la même manière, apparemment, le président de la République veut inviter les acteurs politiques à venir en novembre à Paris pour la reprise des discussions. Vous seriez d'accord, ça vous... On va attendre, puisque Oui. c'était déjà prévu en octobre, c'était déjà prévu en septembre. Donc voilà, les choses sont très mouvantes. Il y a la situation au Proche-Orient qui est quand même assez compliquée. Donc beaucoup de choses vont interagir et donc dicteront la conduite du gouvernement central. Oui. Entre-temps, il doit y avoir aussi une mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Alors ça aussi, ça a un petit peu cafouillé pendant un moment. Ça doit être une mission de contrôle. C'est devenu une mission d'information. Ça vous semble important? On se prend les pieds dans la sémantique. Hein. Trois chefs d'État qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Comment vous pouvez leur dicter entre nous, hein, et leur dire que c'est une mission d'information, c'est pas une mission. Je veux dire, ces trois chefs d'État, c'est un honneur pour la Nouvelle-Calédonie. Que trois, ils seront quatre. C'est de la diplomatie aussi. Mais oui, mais c'est quand même quatre chefs d'État. Donc la France a forcément son mot à dire dans la question. Oui, mais on sait comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, je veux dire, se batailler sur la sémantique, je crois que c'est se tromper de niveau. Donc, les quatre, ils seront quatre qui viendront. Et donc, ils feront leur mission. Ils ont envie, hein, de constater à eux-mêmes, avec des échanges avec tous les interlocuteurs, et ils en déduiront. C'est le minimum. Voilà. Alors, comment ensuite, hein, c'est pris en considération dans les relations diplomatiques qui existent entre la France et les différents États, hein, ça, c'est ce qu'on constatera à l'issue, hein, de la mission. Alors, l'actualité politique en Nouvelle-Calédonie, elle est dense également. Vous le disiez, vous faisiez allusion. On va parler des indépendantistes dans un instant, mais il y a aussi le changement de président du Congrès. Alors, avec une réaction en chaîne, enfin en amont, et notamment, vous en avez été, enfin, le gouvernement en a été une victime collatérale, entre guillemets, avec le départ de Vaïmo Mouliava. Vous avez regretté que les choses se passent comme ça, ou vous avez trouvé normal qu'il y ait un choix des élus du Congrès de remplacer Rocco Mitan? On a été victime de rien du tout, parce que pour être victime de quelque chose, il faut être informé. Vaïmoa est parti comme ça sans nous en parler. Vous l'avez découvert On l'a découvert sur les champs. Moi, j'ai découvert quand j'étais à Tonga, lorsque j'ai reçu la lettre. Donc, je ne discute pas de ce genre de ces décisions dans des conditions comme cela. Puis, je n'ai pas envie d'épiloguer dessus. Voilà. Mais je considère que dans des petites sociétés comme nous, la forme vaut autant que le fond. Hein, il y a beaucoup de problèmes qu'on vit en Nouvelle-Calédonie parce qu'on ne fait pas attention à la forme. Donc ça, c'est la chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je constate que l'éveil océanien, avec 3 élus, hein, arrive à la présidence de la plus grande institution de la Nouvelle-Calédonie. Ça pose question quand même, hein, sur à la fois l'éthique qu'on porte en politique. Et c'est important aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup des valeurs, etc. Moi, j'ai dit en politique. Il y a une question d'éthique. La deuxième chose, c'est sur quand je suis arrivé au gouvernement, on avait dit que j'étais illégitime.
Je constate qu'avec 3 élus, on peut prendre la présidence du Congrès. Soit, donc je trouve ça, oui, donc très fort. Hein. Ensuite, j'ai demandé que les gens puissent donner leurs intentions vis-à-vis du gouvernement, puisqu'on est censé refléter la majorité au Congrès. Donc on m'a indiqué que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc que ce soit du côté de la nouvelle coalition qui a porté l'éveil océanien là-haut, ou que ce soit du côté de l'Union calédonienne, qui était à la manette dans les événements qui se sont passés, événements au cours desquels on a beaucoup entendu que le gouvernement doit tomber. Les élus doivent changer. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Et Oui. donc, on me l'a dit, puisqu'on a fait la discussion chez nous au gouvernement, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Pour le reste, le gouvernement continue à travailler sur la base de ses compétences. Il y a des procédures qui nous amènent à présenter nos projets au Congrès. C'est ce que nous continuons à faire. Et donc, on arrivera à les faire passer au Congrès selon les majorités qui se dérangeront. On n'a pas d'autres attitudes que cela. Vous retrouvez un peu comme l'Assemblée nationale, finalement, avec pas de majorité. Oui, c'est très aléatoire. Mais vous êtes préoccupé par la situation du camp indépendantiste. Vous parlez de l'éveil océanien il y a un instant, mais le camp indépendantiste avec ses divisions, Christian Théin, qui a été nommé président du FLNKS par un congrès auquel le PALICA, l'UPM n'assistait pas. Où est-ce qu'on va Où va le FLNKS? Je suis surtout inquiet d'une chose, c'est que... Pardon. Je suis inquiet du fait que les 40 dernières années, depuis 1984, vous aviez un poteau qui représentait le mouvement indépendantiste. C'est le FLNKS. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées, on se réfugiait dans cette maison pour pouvoir poursuivre. Là, avec ce qui s'est passé, j'ai peur qu'on entre dans une forme de délitement du FLNKS. J'utilise bien le mot. Délitement du FLNKS, avec les conséquences que ça peut générer. Et vous vous rappelez de ce qu'est devenu le RPCR et des conséquences que nous avons dû faire avec, de la partie indépendantiste vers la partie non indépendantiste durant ces années. Et on y est toujours d'une certaine manière. Eh ben, je crains que du côté du mouvement indépendantiste, ça soit le cas. Je dirais même que du côté de l'État, c'est ce qu'on a constaté depuis 2021. Ça veut dire que pour les discussions sur l'avenir, il n'y a plus d'interlocuteurs nulle part? Il y aura des interlocuteurs. De quelle légitimité ils vont disposer, c'est la question. Alors que jusque-là, tout le monde vient sous l'étiquette des FLNKS. Il y a une légitimité historique, une légitimité liée à ce quoi ils sont engagés. La plupart des signataires des accords sont des signataires au nom du FLNKS. Donc, cette légitimité-là, elle est questionnée aujourd'hui. De la même manière qu'on questionne la légitimité de ceux qui viennent du camp non indépendantiste. Mais pour ce qui concerne l'État, ce que je voulais surtout dire, c'est que le manque de perspective et en tout cas le louvoiement de l'État depuis 2021 n'a pas facilité les choses dans la conduite des affaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc nous avons là les 3 partenaires de l'accord, sur lesquels il y a des gros points d'interrogation quant à la solidité dont ils vont faire preuve à cette phase de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors que c'est essentiel s'il s'agit de trouver un accord global et de signer il faut pouvoir engager. Il faut pouvoir engager. Or, vous voyez bien dans les événements qui viennent de se passer que si l'Union calédonienne a bien été à l'initiative de ce mouvement, il est le premier à dire aujourd'hui que beaucoup des actions qui ont été faites, ou en tout cas des niveaux qui étaient atteints, ne relèvent pas de sa responsabilité. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'il faudra intégrer parce que le mouvement indépendantiste doit très fermement s'interroger sur sa représentativité aujourd'hui parce que beaucoup de générations qu'on a vues
de cette génération que nous avons vue sur les barrages sont des générations d'après 88. Et cette génération-là, elle n'est pas encartée. Vous n'êtes plus dans la situation des mouvements politiques des années précédentes où un mot d'ordre suffisait pour engager et un mot d'ordre suffisait pour se désengager. Aujourd'hui, vous avez vu le temps qui a été mis pour ramener tout le monde à l'apaisement. Donc, c'est une difficulté nouvelle qu'il faudra intégrer. Beaucoup de difficultés, hein. Des difficultés économiques, sociales, politiques. Pour conclure sur une note, on va essayer plus positive. 4 mois et demi après le début de ces violences, quelles sont les conditions qu'il faut aujourd'hui? Est-ce que vous y croyez pour que la Calédonie puisse rebondir, se reconstruire? Ah, il y a une première conviction, puis même une vérité simple qui s'impose à nous, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, nous, on va proposer ce moment, le 10 et 11, le moment pour s'arrêter tout le monde ensemble, pour qu'on en parle. On ouvre le débat sur l'avenir. Il n'y a pas mieux que de dessiner ensemble ce qui serait le mieux pour l'avenir. L'autre chose qui me fait dire qu'il faut croire en l'avenir, ça va être la première fois depuis les négociations qu'on a toujours eues en 1984, en 1988, en 1988, 98. Ça va être la première fois que nous avons la possibilité d'adjoindre à la négociation qui va se passer sur l'avenir un projet que nous aurons travaillé ensemble avec toutes les collectivités, avec toutes les forces vives. Toutes les discussions qui ont été faites en 1998 et en 1988 sur l'accompagnement du processus politique ont été faites entre les responsables politiques autour de la table sur la base de ce qu'ils ont échangé. Là, c'est une étape nouvelle et qui, me semble-t-il, correspond bien aux besoins que nous avons aujourd'hui, c'est de penser ensemble l'avenir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on a passé toutes ces années si je dois utiliser une image, c'est à additionner et à soustraire de ce que chacun prétend avoir donné ou ne pas avoir suffisamment donné ou avoir pris. Le plus dur aujourd'hui, c'est de conjuguer. C'est ça le pari, ou en tout cas le défi que nous devons relever. Louis Mapou, vous deviez travailler sur le chemin du pardon. C'était une mission que vous avez confiée au président de la République. C'est abandonné ou ça reste... Je dirais pour ma part qu'on avait suspendu. Parce que, on en avait parlé tous les deux, parce que la loi constitutionnelle, dans la mesure où ça avait fait bondir la partie kanak avec qui on était censé se pardonner, donc j'avais dit que ça allait être difficile. Donc on a suspendu, on verra comment on le reprend. Vous allez éventuellement reprendre. Voilà. Louis Mapou, président du gouvernement, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci Elisabeth.